nous allons voir ici quelques notions de tassement. Ensuite, bien sûr, on va essayer de déterminer, essayer de vérifier ces différents types de tassement sur notre structure. Alors ici, tout d'abord, nous pouvons avoir des tassements uniformes. Donc, on dit ici que les tassements uniformément répartis affectent un peu la structure. Donc, il y a un tassement uniforme, un déplacement vertical uniforme, supposé uniforme sur toute la surface. Les mouvements donc, qui en résultent peuvent cependant endommager les services et accessoires. Donc, tout tassement est néfaste, que ce soit uniforme ou différentiel. Donc, les services et accessoires tels que les conduites d'eau et le passage souterrain. Ici, on va considérer qu'il y a un déplacement uniforme sur toute la surface de la structure. Nous pouvons aussi avoir des tassements différentiels. Donc là, les déplacements verticaux sur la surface, sur tout point de la surface de la structure, ne sont pas égaux. Donc, un tassement différentiel est un mouvement d'enfoncement du sol qui n'est pas uniforme en tout point de la structure. Il peut de ce fait provoquer, on va avoir un basculement ici, donc au renversement des constructions, augmentation importante des efforts dans les structures. Voilà. On dit que c'est un grave facteur de désordre qui est la plupart du temps irrémédiable. Il faudra tout faire pour éviter les tassements différentiels. Même lorsque le sol est assez uniforme, les charges unitaires différentes sur les fondations peuvent provoquer un tassement différentiel très important. Alors, il y a plusieurs méthodes de calculer les tassements d'une structure. Alors ici, nous pouvons distinguer pour le moment 3 méthodes, et de calculer les tassements. Donc, il y a des méthodes directes, il y a aussi des méthodes indirectes. Là, parmi ces 3, on peut dire, voilà, on peut déjà avoir une méthode directe qui est basée sur le coefficient d'élasticité du sol, et donc de la contrainte du radier. Cette méthode dite globale du mode de réaction du sol est basée sur la théorie de l'élasticité linéaire, donc coefficient d'élasticité du sol. Et là, on va supposer que le sol est homogène. Donc, c'est la méthode directe là est la plus simple des méthodes, parce qu'il y a des méthodes indirectes basées sur des essais pressiométriques ou odométriques, donc qui sont beaucoup plus compliqués. La théorie de l'élasticité permet de relier la contrainte appliquée Q au tassement. Sur notre modèle, nous pouvons avoir Q, tout comme nous pouvons avoir K. Nous l'avons déjà calculé, donc on va, à partir de cette formule plus simple, déterminer le tassement. Et là, on va parler un peu de tassement uniforme ou moyen. Donc, dans un premier cas, nous allons calculer donc un tassement que l'on peut appeler un tassement moyen ou uniforme, donc qui n'est pas en tout point de la structure. Et dans un deuxième cas, on va calculer les tassements, on va vérifier les tassements différentiels. Alors, deux autres méthodes. Avant tout, on va voir quelques tassements admissibles. Là, on va calculer un tassement calculé, puis on va comparer avec un tassement admissible. Les valeurs admissibles du tassement total, là on parle de tassement total, donc, varient d'un hauteur à un autre. Mais d'une manière générale, on peut admettre les valeurs suivantes là. 2 à 5 cm pour les murs en maçonnerie, 5 à 10 cm pour les poutraisons, 8 à 20 cm ou plus pour les radiers. Alors, cette méthode-là, elle est plus simple. Nous, dans notre cas, nous allons calculer avec. Alors, voici la formule qui est donc égale. Puisque nous avons optimisé notre radier, on a changé la géométrie, on va recalculer Q. Donc, égal à K, coefficient d'élasticité, Kz ou Ks fois le tassement, avec Q égale somme des NELU sur la surface du radier. On vient d'avoir une nouvelle surface du radier. On a éliminé un niveau, on va calculer
on va recalculer la somme des NELU. Et là, on va tirer W, qui est le tassement. Et on va comparer avec donc, un tassement admissible ici. Donc 8 à 20 cm. Toujours ça aussi, c'est des valeurs de tassement admissibles données par un autre livre. Donc ça, c'est donné par les recommandations du 4e Congrès international de mécanique des sols, Londres 1956, qui donne ici donc d'autres tassements admissibles. Parmi donc les méthodes, on a deux méthodes indirectes, dont l'une est la méthode d'essai pressiométrique, ça donc c'est des essais de laboratoire basés sur l'interprétation de la courbe pressiométrique. Voilà, elle est adaptée pour les sols homogènes et les sols faibles à hétérogénéité. Dans ce dernier cas, le sol sous la fondation sera découpé en tranches. Il y a aussi l'essai, une autre méthode indirecte. Donc là, ça consiste à faire plusieurs essais odométriques. Et là, à partir de la courbe odométrique, donc on va déterminer plusieurs tassements. Donc on va chercher un tassement, le tassement moyen, qui est voilà la somme des, donc le tassement recherché donc qui est la somme des tassements, donc W1. Okay. La valeur de delta E donc est déduite directement de la courbe odométrique. Alors nous n'avons pas fait ces essais géotechniques et autres. Là, on n'a pas tout. On n'a pas toutes ces données. Donc, on va se baser sur la première méthode qui est la méthode directe. Donc, basée sur ce qu'on a, coefficient d'élasticité et donc la contrainte du radier sur le sol. Alors, sans plus tarder, nous allons aller chercher W. Alors, nous allons chercher la nouvelle contrainte Q, qui est égale à la somme des NELU sur la surface du radier. Donc, il nous faut redéterminer ces deux valeurs. Alors, nous sommes là. Nous allons aller chercher la somme des NELU. C'était dans résultat réaction. Et là, on était sur la combinaison numéro 7. Et là, la somme des FZ ici, on a moins 47 477. Alors, on a Q égale moins 47 477 moins 47 477 et poussière que l'on va diviser par la nouvelle surface du radier. Alors, on va dans vue, projection et on va calculer la nouvelle surface. Outil, cotation. Donc, de là jusque là, nous avons 21 mètres. Et de là jusque là, nous avons 27,98. Donc ici, 21 fois 27,98, ça nous donne 587,58 mètres carrés. 587,58 mètres carrés. Voilà. Et là, nous avons 47 477, poussière divisé par 587,58. Et là, nous avons Q égale 80,80. Kilonewton par mètre carré. KS était égal à 12 000. Alors, on peut dire que W égale
égale à Q sur K. Q égale 80,80 qu'on va diviser par KS qu'on a déjà calculé 12 000. Voilà. Donc ça, on va diviser par 12 000. Et là, nous avons un tassement égal à 0,0067 mètres. Et là, si on multiplie par 100, on a 0,67. Donc, on a W égale 0,67 cm. Alors, nous avons un tassement qui est inférieur aux valeurs, à des valeurs admissibles. Donc, le radier, bon, le tassement total a été bien vérifié. Donc, si nous venons ici, nous voyons 8 à 20 cm ou plus pour les radiers. Donc, le tassement calculé est inférieur au tassement admissible. Alors, on va voir maintenant les tassements. Les tassements, on va calculer. Donc, on va vérifier les tassements différentiels. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre maintenant avec robot, ici, on va parler de distorsion angulaire. On dit distorsion angulaire, donc, fait référence au tassement différentiel. Pour des calculs plus précis, nous supposerons que en tout point, si le radier subit une déformation verticale avec E, avec un déplacement de n cm, le sol subit cette même déformation. Le calcul du tassement serait alors plus réaliste. On dit que la distorsion angulaire est égale au tassement différentiel de deux points divisés par leur distance. Donc, sur notre panneau, nous allons voir donc le plus petit déplacement et la plus grande déplacement. Et ensuite, on va faire cette différence qu'on appelle delta W. Et on va diviser cette valeur par la longueur qui sépare ces deux points-là. Donc, par leur distance horizontale. Et souvent utilisé pour décrire les tassements différentiels admissibles pour les structures d'ouvrage et de bâtiments. Donc, on va faire ici une sorte de oméga, donc égal à delta W, en deux points sur notre panneau, qu'on va diviser par la distance qui les sépare. Alors, nous venons de vérifier notre tassement, notre premier tassement. Donc, c'est bon, on va vérifier le tassement différentiel en parlant de distorsion angulaire. Alors, nous revenons ici sur notre structure. On va voir. On va toujours isoler notre modèle. Donc, modifier sous structure. OK. Cette fois-ci, on va refaire la cartographie panneau. Maintenant, on va s'intéresser au déplacement. OK. Déplacement. Ici, on va voir déplacement. Maintenant, suivant Z. OK. Donc, suivant l'axe Z. On va mettre la description. Et ensuite, on va mettre sur les points extrêmes. On va appliquer pour voir. Toujours, nous, on a besoin des points extrêmes. Voilà. Donc, on insiste sur point extrême. Et là, nous avons le déplacement le plus petit et le déplacement le plus grand. Et là, nous avons une légende qui nous montre le déplacement, le plus grand déplacement vertical et le plus petit déplacement vertical. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces deux déplacements, min et max, et ensuite la distance qui les sépare. La distance qui les sépare. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une cotation entre... On sait que maintenant, on a 0,8 et 0,4. Maintenant, on va faire outil cotation pour voir. Pour faire... voilà, on va voir une cotation linéaire. Donc, de ce point à ce point, bon, on va... non, plutôt une cotation alignée. Donc, de ce point à ce point,
nous avons une distance de combien? Une distance de 29 mètres, virgule 61. On va vérifier d'une autre façon pour en être sûr de la cotation. Là, ça m'écrit 22. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention. Donc non, cela ne peut pas être 29 puisque c'est la plus grande distance là est égale à 27. Donc ces deux distances ne peuvent pas être égales. Cette distance ne peut pas être égale à 29. Ce n'est pas facile du tout de mettre une cotation comme ça. Voilà, c'est bel et bien 22, bon, la distance est égale à 22,02. Voilà, 22,02 est là, et la bonne distance, je crois bien. Donc, on a la différence de déplacement 0,4 et 0,8. Et ensuite, la distance entre les deux points. Donc, le déplacement max et le déplacement min. On va aller faire notre calcul. Alors, on vient de voir que le déplacement, la distorsion angulaire, c'est égal à delta de W sur L. Alors, on aura comme distorsion angulaire, excusez-moi de l'écriture, on aura W égale à, donc la différence, ce sera égal à 0,8 moins 0,4. Bien sûr, nous sommes en centimètres, c'est en centimètres, moins 0,4. Quand on divise par la distance en centimètres, donc la distance, ça sera égal à 2202. Si nous revenons ici, nous verrons que là, cette distance est en mètres, alors que les déplacements sont en centimètres. Alors, on va convertir la distance en centimètres. Alors, si nous faisons ça, on va calculer en termes de, bon, 0,8 moins 0,4, c'est 0,4, que l'on divise par 2202, on aura quelque chose comme 0,00018. Alors, en termes de fraction, on aura 1 sur 5505 environ. On aura 1 sur 5505, donc ça sera beaucoup plus facile à comparer avec les tassements différentiels admissibles, avec les distorsions angulaires admissibles. Alors, si nous revenons ici sur le tableau de comparaison, quelques ordres de grandeur des distorsions angulaires admissibles, nous sommes en présence, nous sommes dans ce cas-là, bâtiment. Alors, nous allons voir ces deux valeurs admissibles. On a, si la distorsion est supérieure à 1 sur 750, le fonctionnement des mécanismes sensibles au tassement est perturbé. Dans notre cas, ça ne sera pas le cas parce que dans notre cas, 1 sur 750 est supérieur à notre valeur calculée. Donc, le calcul est bon. Donc, 1 sur 5505 est largement inférieur à 1 750e. 1 750e. Alors, nous sommes bons.
Alors, si nous revenons, donc, on peut écrire que W, notre W là, est inférieur à 1 sur 750. Donc, les tassements sont vérifiés. Donc, dans la prochaine leçon, nous allons passer à la vérification du poinçonnement du radier.